Avez-vous déjà lu le récit de l'Exode, imaginant Moïse comme un simple berger hébreu qui un jour, sorti de nulle part, décida d'affronter le plus grand empire du monde antique? Si c'est ainsi que vous avez appris cette histoire, à l'église, à l'école ou dans un film hollywoodien, je dois vous montrer un détail qui change complètement le tableau. Un détail qui est écrit en toutes lettres dans le 2e chapitre du livre de l'Exode, et que les versions les plus populaires de cette histoire préfèrent laisser de côté. La fille de Pharaon descendit se baigner sur les rives du Nil, accompagnée de ses serviteurs, vit un panier de roseaux flottant parmi les roseaux de la rive, envoya un de ses serviteurs le chercher, et trouva à l'intérieur un bébé hébreu qui pleurait, sur le point de mourir en vertu du décret même d'extermination que son père, le Pharaon, avait signé contre les nouveau-nés mâles israélites. Elle ressentit de la compassion à ce cri, reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'un enfant hébreu et décida sur le champ de l'élever comme son propre fils, défiant en pratique la propre politique d'extermination de son père. Sans le savoir, il a permis à la mère biologique de l'enfant, appelée par une coïncidence arrangée par sa sœur aînée, de l'allaiter comme nourrice, puis l'a accueilli à nouveau comme un adulte, à l'intérieur même du palais royal égyptien, en lui donnant le nom de Moïse. À partir de ce moment, le texte biblique est simple. Ce garçon hébreu a grandi comme le fils de la fille du Pharaon, dans les lieux du pouvoir de la plus grande civilisation africaine de l'Antiquité. Il ne s'agit pas ici d'une théorie alternative, ni d'une lecture forcée, ni d'une tentative de réécrire l'histoire pour avoir un impact. C'est écrit exactement comme ça, et examinons, avec tout le soin que ce sujet requiert, ce que cela signifie réellement pour la façon dont nous lisons le reste d'Exodus. Avant de poursuivre, il est important de clarifier les limites exactes de cette enquête. Le texte biblique n'utilise pas littéralement le mot « prince » pour décrire Moïse, et donc cette expression, largement utilisée par les prédicateurs et les historiens de la Bible au fil des siècles, doit être comprise comme une description raisonnable de sa position sociale, et non comme une citation littérale de l'Écriture. Nous n'affirmerons pas non plus, comme certitude historique, l'identité exacte de la fille du Pharaon qu'il a adoptée, car la Bible ne révèle pas son nom, et toute identification spécifique avec un Pharaon égyptien connu, ce que certains chercheurs et certains documentaires populaires ont déjà tenté de faire, reste une hypothèse et non un fait prouvé. De même, nous ne présenterons pas comme certitude absolue les rapports extra-bibliques sur une prétendue campagne militaire de Moïse contre le royaume de Cush, conservés uniquement par des historiens juifs ultérieurs et absents de tout document égyptien indépendant qui les confirme. Ce que nous allons présenter avec responsabilité sont 3 couches d'informations clairement séparées. Premièrement, ce que le texte biblique lui-même, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, déclare directement à propos de la création égyptienne de Moïse. Deuxièmement, ce que les anciennes traditions juives, notamment les écrits de l'historien Flavius Joseph au 1er siècle après Jésus-Christ, ont ajouté à cette histoire, sans que ces traditions aient le même poids que le texte sacré. Troisièmement, ce qui reste une hypothèse ouverte parmi les savants eux-mêmes, notamment en ce qui concerne la date exacte de l'Exode et l'identité du Pharaon impliqué. En revenant au texte de l'Exode, il convient de souligner que la scène de l'adoption n'est pas un détail secondaire du récit, mais le fondement sur lequel toute la vie future de Moïse serait construite. Myriam, la sœur aînée de Moïse, veillait parmi les roseaux, et c'est elle qui a proposé, avec une vive réflexion devant la propre fille de Pharaon, de trouver une nourrice hébraïque pour l'enfant, garantissant que la propre mère de Moïse, Jochébed,
puisse l'allaiter et l'éduquer dans ses premières années de vie avant de le remettre définitivement à la fille de Pharaon, déjà grande et sevrée, comme le décrit le texte lui-même. Cela signifie que Moïse a grandi en vivant simultanément deux identités complètement différentes. L'identité hébraïque de sa naissance, absorbée peut-être dans ses premières années avec sa mère biologique, à travers la langue, les coutumes, et peut-être les premières histoires sur le Dieu de ses ancêtres, un bagage qui ne disparaîtra jamais complètement même des décennies plus tard, et l'identité égyptienne de son éducation formelle, vécue dans le palais royal lui-même, entouré du luxe, de la politique et de la culture de l'une des civilisations les plus avancées du monde antique, une civilisation située géographiquement et culturellement sur le continent africain. Peu de personnages bibliques ont vécu cette tension entre deux mondes de manière aussi littérale et prolongée que Moïse, qui passera des décennies entières à naviguer entre ces deux univers avant de devoir finalement choisir l'un d'entre eux. C'est exactement là que le Nouveau Testament offre une confirmation directe et indépendante de cette création égyptienne, écrite des siècles après les événements, mais pleinement intégrée au canon chrétien qui parviendra jusqu'à nos jours. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le long discours d'Étienne devant le concile juif, le texte déclare que Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens et qu'il devint puissant en parole et en actes. Cette phrase, enregistrée des centaines d'années après les événements de l'Exode, mais conforme au canon biblique accepté par pratiquement toutes les traditions chrétiennes, confirme que l'éducation de Moïse n'était ni superficielle ni symbolique, mais une formation complète au sein du système de connaissances égyptien, qui comprenait, selon les érudits de l'Antiquité et des commentateurs juifs ultérieurs tels que Philon d'Alexandrie, des disciplines telles que l'astronomie, les mathématiques, les hiéroglyphes, l'administration publique, le protocole diplomatique et très probablement une certaine forme de formation militaire, puisque les princes et les hauts, les responsables égyptiens recevaient régulièrement ce type de formation dès leur enfance, y compris l'enseignement du maniement des armes, de la conduite de chars et de la direction des troupes lors des campagnes frontalières, une préparation qui, selon la propre tradition de Joseph, aurait été mise à l'épreuve des années plus tard, lors de la campagne contre Cush. Le texte des Actes lui-même ajoute en outre que Moïse était puissant non seulement par ses connaissances théoriques, mais aussi par ses actions concrètes, une description qui suggère un leadership pratique et pas seulement une érudition de fauteuil, ce qui est cohérent avec la position éminente qu'un fils adoptif de la propre fille du Pharaon occuperait certainement au sein de la hiérarchie de la cour égyptienne, loin de la vie commune de tout sujet de cet empire. En d'autres termes, l'homme qui allait plus tard affronter le Pharaon, exigeant la libération de tout un peuple asservi, n'était pas étranger au système de pouvoir égyptien, mais quelqu'un qui connaissait ce système de l'intérieur, qui s'était formé dans ses propres salles, qui parlait probablement la langue égyptienne avec une aisance native, et qui savait exactement comment ce pouvoir fonctionnait, pensait et s'organisait. La Bible, il est important de le répéter, ne nomme pas la fille du Pharaon qui a adopté Moïse, mais différentes traditions ultérieures ont tenté de combler cette lacune au fil des siècles, chacune avec son propre degré de fiabilité. L'historien juif Flavius Joseph, écrivant au 1er siècle après Jésus-Christ, a appelé cette princesse Thermutis, et certains textes rabbiniques ultérieurs l'identifient à Bithia, mentionnée en passant dans le premier livre des Chroniques comme la fille du Pharaon et l'épouse d'un homme nommé Méred, bien que cette identification spécifique soit une tradition d'interprétation construite des siècles plus tard.
et non une déclaration directe du texte de l'Exode lui-même, qu'il appelle simplement la fille du Pharaon, sans aucun nom propre. Plus récemment, certains chercheurs et certains documentaires populaires ont émis l'hypothèse que cette princesse aurait pu être Hatshepsut, l'une des rares femmes à avoir gouverné l'Égypte en tant que pharaon à part entière au cours de la 18e dynastie, connue pour ses temples monumentaux et son règne prospère. Il faut, en toute honnêteté, dire que cette identification spécifique n'est pas acceptée par la majorité des égyptologues, en partie parce que la date de l'Exode elle-même reste débattue parmi les chercheurs, certains plaçant cet événement au XIIIe siècle avant J.C., sous le règne de Ramsès II, et d'autres proposant des dates beaucoup plus anciennes, proches du XVe siècle avant J.C., époque à laquelle Hatshepsut régnait réellement. Sans consensus sur le moment réel de l'Exode, toute identification spécifique de la princesse égyptienne reste une hypothèse, intéressante pour une réflexion et une étude approfondie, mais non un fait historique prouvé par une documentation égyptienne indépendante qui mentionne nommément Moïse. Il y a encore une troisième couche à cette histoire, enregistrée non pas par la Bible elle-même, mais par une ancienne tradition juive préservée par Flavius Joseph dans son ouvrage Antiquité des Juifs. Selon ce récit, même lorsqu'il vivait en Égypte, avant sa fuite vers Madian, Moïse aurait été nommé général de l'armée égyptienne précisément en raison de sa formation et de sa réputation au sein de la cour, dirigeant personnellement les troupes contre une invasion venant du royaume de Cush, dans la région de l'actuelle Nubie et de l'Éthiopie, conduisant ses troupes sur des chemins que les généraux égyptiens précédents eux-mêmes craignaient de traverser, jusqu'au siège de la ville de Méroé elle-même, la capitale de ce royaume africain. Durant ce siège, selon Joseph, une princesse couchite nommée Tarbis, regardant Moïse conduire les troupes égyptiennes depuis les murs de la ville, admirée pour sa stratégie et son courage face à une armée que les Égyptiens eux-mêmes avaient déjà considérée comme invincible lors de batailles précédentes, tomba amoureuse de lui et lui proposa de rendre la ville en échange d'un mariage, promesse que Moïse aurait honorée une fois la ville capitulée. Il l'épousa avant de retourner en Égypte avec ses troupes victorieuses. Ce récit, il est essentiel de le répéter, n'apparaît nulle part dans le texte biblique et est considéré par les érudits contemporains eux-mêmes comme une expansion littéraire de la période hellénistique, peut-être conçu pour expliquer un verset énigmatique du livre des Nombres, dans lequel Myriam et Aaron critiquent Moïse à cause de son épouse Cushite, et Dieu intervient directement pour le défendre, punissant Myriam d'une maladie de peau pour son jugement hâtif. Certains chercheurs associent cette femme couchite mentionnée dans les Nombres à Séphora elle-même, son épouse madianite, décrite de manière imprécise ou utilisant un terme plus large pour la désigner, puisque Midian et Cush étaient, dans certains contextes bibliques, des régions dont la frontière géographique exacte reste incertaine pour les savants modernes eux-mêmes. D'autres préfèrent l'explication de Joseph avec cette seconde épouse africaine. Comprenant que Moïse se serait marié 2 fois au cours de sa vie, et les sources disponibles ne permettent pas de conclure définitivement laquelle de ces lectures est correcte. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que, quelle que soit l'origine exacte de cette femme couchite, l'ancienne tradition juive associait déjà Moïse, d'une manière ou d'une autre, à un lien direct avec le royaume africain de Cush, bien avant tout débat moderne sur le sujet, et que cette tradition a été préservée et répétée également par d'anciens auteurs chrétiens, comme Irénée de Lyon lui-même, au IIe siècle après Jésus-Christ.
tout comme Moïse a dû négocier sa propre identité dans les salles du palais égyptien avant d'assumer pleinement sa vocation, de nombreuses personnes aujourd'hui ont également besoin de clarté et de discernement pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Nous vivons des temps extrêmement difficiles et de nombreuses personnes tentent de comprendre les prophéties et les événements qui transforment notre époque. C'est précisément pourquoi je mets à votre disposition mon e-book « Révéler l'Apocalypse », accessible via le premier commentaire épinglé. Ce livre a été préparé pour vous aider à étudier les principaux mystères de l'Apocalypse, à comprendre les symboles prophétiques et à connaître les relations entre les visions de Jean et les paroles de prophètes tels que Daniel et Ézéchiel. Son objectif n'est pas de provoquer des peurs inutiles ou d'imposer des interprétations sensationnalistes, mais de vous accompagner dans une étude plus claire, plus organisée et responsable des textes prophétiques. Tout comme l'histoire que nous connaissons aujourd'hui nous invite à examiner les Écritures de près. Révéler la révélation peut vous aider à approfondir votre compréhension, à renforcer votre foi et à trouver l'espoir au milieu des incertitudes de notre époque. Vous pourrez avancer à votre rythme, comparer des passages bibliques et développer un plus grand discernement spirituel. Accédez au premier commentaire épinglé pour découvrir le livre et obtenir votre copie numérique. Consultez la présentation et vérifiez si elle correspond à l'étude que vous recherchez. Si vous souhaitez comprendre l'Apocalypse avec plus de méthode, de contexte et de sérénité, le lien est disponible dans le premier commentaire épinglé. Pour en revenir au palais égyptien où Moïse a grandi, c'est précisément là, après des décennies de vie en tant que membre de la famille royale, que l'histoire enregistre le moment où ces deux identités se sont finalement heurtées sans possibilité de réconciliation. N'oubliez pas que mon e-book « Révéler l'Apocalypse » est accessible via le premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez approfondir votre étude des prophéties bibliques avec plus de clarté et de discernement, consultez le lien et découvrez dès maintenant son contenu. Le livre de l'Exode rapporte que Moïse, adulte, sortit pour observer le travail forcé imposé aux Hébreux, affrontant peut-être pour la première fois de près, et pas seulement de loin, la souffrance quotidienne de son propre peuple natal, et vit un contremaître égyptien battre l'un de ses frères de sang, un Hébreu sans défense, devant la force brutale du système que Moïse connaissait si bien de l'intérieur. Après avoir regardé des deux côtés et vérifié que personne ne regardait, Moïse tua le contremaître égyptien et cacha le corps dans le sable, un acte impulsif et violent, et, selon le récit biblique lui-même, pris sans aucun ordre ni approbation divine préalable. Ce geste, aussi choquant qu'il puisse être lu isolément, révèle le moment exact où Moïse a choisi consciemment et irréversiblement le parti de ses origines hébraïques contre les privilèges de son éducation égyptienne. Un homme qui avait été élevé comme un prince, entouré de confort, de pouvoir et d'un accès direct au palais le plus riche du monde connu, a décidé de risquer tout cela, ainsi que sa propre vie, pour défendre un esclave hébreu dont il ne connaissait même pas le nom, un geste que tout conseiller égyptien de son temps qualifierait certainement d'erreur stratégique impardonnable, mais que le récit biblique lui-même traite comme le premier signe visible que sa loyauté ultime appartenait à un autre. Personne. Le lendemain, en essayant de séparer deux Hébreux qui se battaient entre eux, Moïse découvrit que son crime était déjà connu, et la réponse de l'un de ces hommes, demandant qui l'avait placé comme prince et juge sur eux, révèle que, même parmi son propre peuple natal, Moïse était encore considéré,
au moins en partie, comme une figure extérieure, liée au pouvoir égyptien, et non pleinement comme l'un des siens, un rejet qui a dû peser profondément sur un homme qui venait de tout risquer précisément pour le bien de ce même peuple. Lorsque Pharaon lui-même découvrit ce qui s'était passé et ordonna sa mort, Moïse dut fuir vers le désert de Madian, abandonnant d'un seul coup le titre, le palais, les privilèges et l'identité égyptienne qui avait façonné pratiquement toute sa vie jusque-là, pour repartir de zéro comme simple berger dans la maison d'un prêtre madianite, s'occupant de troupeaux qui ne lui appartenaient pas, dans un territoire complètement éloigné de tout palais et de tout trône. C'est précisément ce contexte qui change profondément la façon dont nous devons lire le reste du livre de l'Exode. Lorsque Moïse retourne en Égypte, des décennies plus tard, pour exiger la libération du peuple hébreu du Pharaon, il n'agit pas comme un étranger, comme un berger naïf défiant un pouvoir qu'il n'a jamais compris. Il agit comme quelqu'un qui connaît parfaitement le protocole judiciaire égyptien, qui sait comment pensent les pharaons, comment fonctionnent les conseillers royaux, comment les décisions de l'État sont prises au sein de ce système, parce qu'il a lui-même été élevé, éduqué et formé exactement dans ce système. Les plaies, les signes, les confrontations directes avec les magiciens de la cour, tout cela prend un sens supplémentaire quand on se souvient que l'homme affrontant le pharaon a grandi en mangeant à la même table, en apprenant les mêmes textes sacrés égyptiens, et éventuellement en vivant, enfant, avec le pharaon lui-même ou avec ses prédécesseurs dans les mêmes couloirs du palais. Lorsque le texte biblique décrit les confrontations entre Moïse et les sages égyptiens, capables de reproduire certains des premiers signes à travers leurs propres arts, peut-être assistons-nous non seulement à un duel spirituel entre Dieu et les dieux d'Égypte, mais aussi à la réunion entre un homme et le milieu intellectuel même dans lequel il a été formé, maintenant utilisé, sous direction divine, contre le système qui l'avait produit. La libération de l'Égypte, lue ainsi, n'est pas l'histoire d'un étranger face à un empire lointain, mais l'histoire d'un fils adoptif de ce même empire qui a choisi, par conviction et par foi, de se retourner contre le système qu'il avait créé, au nom de la justice due à son propre peuple de naissance. Cette perspective ne diminue en rien le rôle de Dieu dans la libération d'Israël, quelque chose que le texte lui-même attribue constamment à la puissance divine et non à la capacité humaine de Moïse. Au contraire, cela montre comment la providence divine peut utiliser même les années vécues au sein du système oppressif lui-même pour préparer, des décennies à l'avance, l'instrument humain de sa destruction future. Il convient également de souligner un contraste rarement observé entre les années de formation égyptienne de Moïse et le moment de son appel définitif. Tout au long de son éducation au palais, Moïse a été entouré d'une religion égyptienne riche en symboles visuels, en statues, en temples monumentaux, et en une hiérarchie élaborée de divinités associées aux forces de la nature et aux animaux sacrés, un système religieux sophistiqué qu'il connaissait certainement de près, selon la propre déclaration d'Actes sur son éducation complète dans cette sagesse. C'est précisément loin de cet environnement, des décennies plus tard, en tant que fugitif et berger dans le désert de Madian, que Moïse fit sa rencontre décisive avec le Dieu de ses ancêtres hébreux à travers un buisson qui brûlait en flammes sans jamais se consumer, simple signe, sans statue, sans temple et sans l'attirail visuel auquel il s'était habitué tout au long de sa jeunesse égyptienne. Ce contraste entre la religiosité élaborée de la cour qu'il a formée et la simplicité radicale de l'appel qu'il recevra dans le désert, renforce encore l'idée que le parcours de Moïse est, du début à la fin,
une histoire de deux identités en tension, résolue seulement lorsqu'il accepte pleinement l'appel du Dieu de son peuple natal, et non l'héritage religieux de l'empire qu'il a créé, un Dieu qui, en se révélant dans ce buisson, a choisi précisément de ne se présenter à travers aucun des symboles grandioses qui l'ont créé. Moïse avait appris à utiliser, associé au divin tout au long de sa jeunesse égyptienne. Compte tenu de tout cela, il est juste de se demander pourquoi cette lecture particulière de l'Exode apparaît rarement en bonne place dans les sermons, les films populaires ou les illustrations bibliques traditionnelles, qui représentent souvent Moïse simplement comme un berger venant du désert, sans aucune mention sérieuse de ses années de formation au sein du palais égyptien lui-même. Io. La réponse la plus honnête n'est pas une conspiration avérée, quelque chose que les sources disponibles ne soutiennent pas, mais un modèle de simplification narrative qui donne la priorité à l'image plus humble et plus dramatique de Moïse en tant que berger exilé. Une image visuellement puissante et facile à communiquer en quelques minutes de sermon ou d'écran de cinéma, laissant en arrière-plan les 40 années, selon la chronologie suggérée par le propre discours d'Étienne dans les Actes, qu'il a vécu en tant que membre de l'élite égyptienne avant sa fuite. En outre, de nombreuses productions visuelles du siècle dernier ont choisi de représenter la cour égyptienne de Moïse avec une esthétique majoritairement européenne ou méditerranéenne, ce qui a renforcé, pour des générations entières de spectateurs, une image déformée selon laquelle cet environnement n'appartenait pas, en fait, au continent africain, malgré le fait que l'Égypte ancienne elle-même était géographiquement située en Afrique, baignée par le même Nil qui traverse le Soudan et l'Éthiopie, et culturellement liée par le commerce, la guerre et les mariages royaux, au même royaume nubien et couchite, déjà apparu dans d'autres histoires. Sur cette chaîne, reconnaître cet écart ne nécessite ni accusation, ni exagération. Il suffit de revenir au texte biblique complet, y compris l'Exode et le livre des Actes lui-même, et de permettre que l'histoire entière, avec toutes ses couches géographiques et culturelles, soit racontée sans ces distorsions visuelles héritées de siècles de production artistique occidentale. C'est précisément ici que cette enquête trouve son sens le plus profond pour ceux qui vivent aujourd'hui dans la diaspora africaine, que ce soit en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Congo-Brazzaville, aux États-Unis ou dans tout autre territoire où les communautés noires sont confrontées de différentes manières au même défi d'équilibrer des identités multiples au sein de systèmes qui n'ont pas toujours été construits pour elles. L'histoire de Moïse, élevé dans le palais de l'un des plus grands empires africains de l'Antiquité, éduqué dans sa langue, sa science et ses coutumes, mais appelé par Dieu à rester fidèle à ses origines hébraïques, offre aujourd'hui un miroir puissant à quiconque a besoin de naviguer entre différents mondes sans perdre de vue qui il est réellement et d'où il vient réellement. Pour de nombreux enfants et petits-enfants de la diaspora, élevés dans des systèmes éducatifs, économiques et culturels qui n'ont pas toujours pleinement reconnu leur origine, l'expérience de se sentir à la fois partie d'un monde et étranger à l'intérieur de celui-ci n'est pas une expérience lointaine ou purement symbolique, mais quelque chose qu'ils vivent dans leur propre peau, au quotidien. Il ne s'agit pas de choisir entre la fierté de l'éducation reçue et la fidélité à ses racines, mais de comprendre, comme Moïse lui-même l'a compris, que les deux peuvent, et peut-être devraient, coexister au sein d'une même personne, jusqu'au moment où la fidélité à ses racines exige une décision claire et parfois douloureuse, comme celle qu'il a prise en quittant le palais pour rejoindre la souffrance de son propre peuple, même s'il savait que, ce faisant,
il risquait de perdre tout ce que son éducation égyptienne lui avait apporté jusque-là. Donc, pour répondre à la question qui a ouvert cette histoire, oui, Moïse a été élevé dans le palais royal égyptien, instruit de toute la sagesse de cette civilisation africaine, et cette création change profondément la façon dont nous devons comprendre son leadership pendant l'Exode. Cela ne signifie pas que le texte biblique l'appelle littéralement prince, ni que nous pouvons identifier avec certitude historique qui était sa mère adoptive égyptienne, ni que l'histoire de sa prétendue épouse couchite, racontée par Joseph, a le même poids que les Écritures elles-mêmes. Cela signifie plutôt que l'homme choisi par Dieu pour libérer Israël de l'Égypte n'était pas un étranger ignorant cette puissance, mais quelqu'un formé en elle, capable d'y faire face précisément parce qu'il la connaissait de l'intérieur, et que cette même formation, loin de diminuer son rôle spirituel, l'a préparé, de manière que seule la providence divine pouvait orchestrer à la mission qu'il recevrait des décennies plus tard, devant un buisson qui brûlait sans se consumer, au milieu du désert vers lequel il s'était enfui. La prochaine fois que vous lirez le livre de l'Exode, peut-être pourrez-vous voir, derrière le bâton, les fléaux et la séparation de la mer Rouge, la figure d'un homme qui portait en lui, jusqu'à la fin de ses jours, le souvenir de deux mondes complètement différents, le palais qui l'a formé et le peuple qui n'a jamais cessé d'être le sien, et qui a trouvé, précisément dans cette tension qui n'a jamais été complètement résolue, le but pour lequel il avait été préparé depuis le jour où un panier de roseaux flottait dans les bonnes mains, à droite. Moment, sur les rives du Nil, dans un geste de compassion, qu'une princesse égyptienne n'aurait jamais imaginé pouvoir changer, à jamais, le cours de deux nations entières. Si cette histoire vous a aidé à découvrir une partie importante de l'héritage africain dans les Écritures, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Dynastie africaine et dites dans les commentaires de quel pays vous regardez. Partagez ce film avec quelqu'un qui devrait connaître cette histoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.